Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'amour, de vengeance, de malédiction, sans oublier évidemment de rendre hommage à un acteur victime d'un triste destin, Brandon Lee. À l'origine de tout ça, il y a un gars qui s'appelle James O'Barr, un gars pour qui la première partie de sa vie fut une succession d'épreuves pas faciles. Quasiment orphelin de naissance à cause des allers-retours de sa mère entre prison et hôpital psychiatrique, il passe une bonne partie de son enfance dans un orphelinat de Détroit, passant certains week-ends dans des familles d'accueil ici et là, avant d'être adopté à ses 7 ans. À ses 17 ans, il décide de quitter son foyer pour aller vivre avec sa fiancée de l'époque. Et c'est là qu'un drame atroce se produit lorsque Bethany, sa copine, se fait tuer dans une rue de Détroit par un chauffard ivre. Il s'engage alors dans l'armée pendant 2 ans, puis revient dans la vie civile avec ce besoin de vengeance qui le ronge, vivant dans une tristesse infinie avec sa rage à canaliser. Ne lui reste alors qu'une solution, se réfugier dans sa passion qu'est le dessin pour essayer d'exhaler sa peine et déverser toute sa colère. Et c'est ainsi qu'en 81, James entame cette thérapie en parallèle de son taf de mécano dans un garage, où pendant quasiment 10 ans, il passe ses soirées et ses nuits à transposer sur papier tout ce qui le hante depuis ce funeste jour. Amour, vengeance, résurrection, rédemption. Finalement, il va rencontrer un jeune éditeur qui lui propose de rassembler tout ça dans un projet qui prendra la forme d'une bande dessinée et qui sera publié à la fin de la décennie sous le titre The Crow. Véritable exutoire pour James, il condense au fil des pages tous ses fantasmes de vengeance et laisse ressurgir l'amour brûlant qu'il ne peut plus transmettre. Et son alter ego, Eric, lui permet de s'extraire peu à peu de cet abîme qu'il retient depuis tout ce temps. Une œuvre forte donc, qui obtient un beau succès, et qui se retrouvera à peine 2 ans après la première publication dans le circuit de production américain, mais sans savoir réellement quoi faire de son œuvre. Et pour vous dire, il est même évoqué à un moment, et sérieusement en plus, d'en faire une comédie musicale avec Michael Jackson dans le rôle titre. Mais heureusement, début 90, le projet se retrouve dans les mains du cinéaste australien Alex Proyas, qui est un grand admirateur du comics. Et O'Barr, qui commençait à désespérer, voit pour la première fois son histoire traitée avec un soin tout particulier. Bon alors, Alex Proyas rapidement. Hello, folks. À cette époque-là, le type est surtout un réalisateur de clips très reconnu, et de pubs aussi. Metroid Prime. Et à part quelques courts-métrages et un premier long très chouette réalisé pour 3 fois rien dans son Australie natale, c'est ici sa réelle première incursion dans une grosse production américaine. Et le deuxième atout ici, celui qui rend encore plus mémorable ce film, c'est bien Brandon Lee, qui s'approprie le projet autant que le réalisateur, partageant le même amour pour le comics. C'est donc un début prometteur pour cette adaptation désormais culte, mais la suite, on la connaît, c'est sans compter les drames qui continueront de parcourir The Crow, entretenant un peu plus le mythe d'une certaine malédiction, ou ravivant encore certaines théories. Bon, mais d'abord, de quoi ça parle The Crow ? Déjà, le film s'ouvre sur un plan très cool où une magnifique maquette de Détroit brûle en cette veille d'Halloween, pendant qu'une voix nous explique tout l'intérêt de l'histoire, à savoir que lorsqu'on meurt, un corbeau transporte notre âme au pays des morts. Mais que parfois, quand survient une fin si atroce que l'âme en garde une terrible tristesse et qu'elle ne peut trouver le repos, alors... Le corbeau peut faire revenir cette âme, pour que le bien reprenne ses droits sur le mal. Puis on découvre 2 choses. D'une, la fin tragique en question, à savoir un couple qui s'apprêtait à se marier massacré dans leur appartement, et de 2, le sergent Ernie Hudson, qui s'est reconverti en flic après sa carrière de Ghostbuster, et qui me questionne sérieusement sur ce qu'il y a de pire entre devenir flic dans une ville pareille, ou tout simplement y habiter. Bon, en tout cas, ça atténue pas son sens de l'humour. Et une bonne vanne, soit dit en passant, quand on sait que la Amelia en question est une aviatrice disparue dans l'océan Pacifique, et au passage, la première femme à avoir effectué un transatlantique en solitaire. Bon bref, celle-ci s'appelle Shelby, et respire encore, tandis que son fiancé, lui, qui s'appelle Eric, a droit à son corbeau pour la grande traversée. Et comme la soirée n'était pas assez déprimante, la petite Sarah, qui passait dans le coin, assiste à la perte de ses 2 seuls amis, trouvant malgré tout un peu de réconfort auprès du sergent qui décidément me plaît beaucoup en seulement quelques minutes. Et un arrêt sur image met fin à cette intro bien glauque et laisse place à une ellipse pour nous emmener 1 an plus tard où l'on apprend que Shelly n'a pas survécu. Et c'est là qu'Eric sort de sa tombe pour revenir parmi les vivants. Il se laisse guider par son corbeau et déambule jusqu'à son ancien appart où une fois sur place il revit toute cette terrible nuit. En fait, on se rend compte que le moindre contact avec un objet du passé lui rappelle un souvenir qui lui est associé, et qu'en plus d'une soudaine agilité, il semble aussi immortel. Bon, après récupération de ses souvenirs les plus heureux, donc les plus tristes maintenant, Eric se pare d'un nouveau visage pour se lancer dans une quête vengeresse, et ceci fait, Proyas iconise comme il faut son nouveau corbeau dans un plan qui déchire encore une fois. Bon, le héros étant mis en place, découvrons nos méchants maintenant. Ah ouais, quand même. Bon alors, qui sera la première victime ? Tintin ? Alors oui, il s'appelle vraiment Tintin.
S'ensuit une scène où notre vengeur pas masqué saute de toit en toit, et si ça vous rappelle quelque chose c'est normal, toujours avec son oiseau pour le guider. Et un truc tout bête, mais je trouve ça cool qu'on ait droit à la vision de l'animal. Et je comprends mieux pourquoi il s'éclate sur mes fenêtres maintenant. Bon, Tintin se fait défoncer rapidement, tant mieux, il avait l'air bourré de remords. Et il est temps pour nous de faire la connaissance du grand méchant loup, celui qui dirige toute cette fine équipe, mais d'abord faut passer par lui, son bras droit. Et si sa tête vous dit quelque chose, c'est parce que c'est lui, le gars qui explique les règles dans les destinations finales. Voilà. Ok, donc c'est lui le boss. Et alors, je sais pas si c'est la subtilité des années 90, mais j'ai comme l'impression que le film veut pas trop qu'on s'attache. Ah mais non les gars, c'est Michael Wincott. Et on adore Michael Wincott. Allez, petit tour d'horizon rapide, et je passe direct au numéro 1, à tout jamais, Guy de Guibourne dans Robin des Bois. Guy de Gisborne. Gisbourne, ouais, dans Robin des Bois. Et dis à Nottingham ce qu'il advient quand ces soudards s'en prennent à des enfants. Bon, en vrai, il y a plein d'autres trucs vraiment bien, je vous conseille sa filmo. On a du Alien, du Strange Days évidemment, le Comte de Monte Cristo aussi, version Kevin Reynolds, et j'en profite au passage pour en remettre une couche, on le retrouve au casting de Basquiat, donc pour une fois pas dans le rôle d'un grand taré. Ici, il joue René Ricard, une figure importante qui propulse la carrière de Basquiat avec son article The Radiant Child. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais ce gars, non ? Bon, bah ici il fume des yeux et il a une relation bizarre avec sa sœur, ou sa demi-sœur, et il s'appelle Top Dollar, comme dans le comics en fait. Proyas a décidé de garder tous les noms originaux. Bref, en fait on apprendra plus tard que chaque veille d'Halloween, il envoie ses sbires pour tout cramer, et il appelle ça la nuit du diable. Et il y a un an donc, quand ces gars ont débarqué chez Eric et Shelly, c'est parce qu'ils voulaient récupérer l'immeuble. Mais bon, on s'en fout. Oui, c'était un peu plus tôt, c'est parce que le corbeau voulait récupérer sa bague de fiançailles. Et un souvenir douloureux en plus. Bon, après ça, il retrouve Sarah, qui va très vite comprendre que c'est son pote quand il cite directement une de ses chansons, vu qu'il était musicien avant. Puis le sergent aussi, qui va faire le rapprochement sans trop de difficultés non plus. Bon, quelques plans bien classe plus tard, on retrouve un autre des meurtriers, Funboy qui s'appelle, et il a l'air en super forme. Et avec lui, c'est la mère de Sarah, la petite, que le corbeau prend soin de sevrer pour l'aider, parce qu'il peut faire ça, oui. Puis c'est la fin de Funboy, avec la petite signature qui va bien. C'est son truc. Après ça, on a une scène plutôt marrante où Eric va voir le sergent chez lui pour mettre tout ça au clair. Et pauvre Ernie, qui croyait en avoir fini avec les Proton Packs. Non, par contre, après, il lui raconte en détail cette nuit-là, et les 30 heures qu'il a passées au chevet de Shelly pendant son agonie avant de succomber. Et puisque le but du corbeau, c'est avant tout de souffrir, il récupère toute cette douleur et ajoute ses souvenirs aux autres. Bon, ça fait déjà 2 en moins, mais avant de s'occuper des 2 derniers, petit buff. Lui c'est T-Bird, et maintenant qu'il est entre ses mains, c'est l'occasion pour Proyas de nous offrir une belle course-poursuite, puis évidemment, l'issue fatale, boum, et 2-3. Bon du coup, Top Dollar est maintenant au courant pour le corbeau. Il se déguise en Highlander et décide de réunir tous ses hommes pour préparer une nouvelle nuit du diable. Parallèlement, Eric et Sarah se retrouvent, notre bon sergent est mis à pied au passage, et avant d'en finir et d'éradiquer les vilains, solo. C'est sublime, non ? Voilà, et pendant le grand discours du patron, qui est complètement ouf, ça part dans tous les sens, notre justicier observe tranquillement tout ça, puis s'invite à la table avant de tout nettoyer, et au passage en finir avec le dernier responsable. Et c'est à ce moment-là que Mika, c'est elle, comprend le lien entre les pouvoirs d'Eric et son corbeau. Et Top Dollar kidnappe Sarah pour attirer son bourreau, le piège fonctionne, et il parvient à blesser l'animal, rendant Eric mortel du coup. Ah oui, et Ernie l'a suivi pour lui venir en aide. Allez, climax en 1v1 pour chacun, Ernie s'occupe de lui, l'oiseau en finit avec Mika, et maintenant place à l'affrontement final. Et si jusqu'ici vous trouviez des similitudes avec un certain chevalier noir, et franchement il y en a plein, attendez celle-là. Lâche-la. Bien piètre choix de mots. Allez, c'est parti pour la confrontation finale entre Highlander et Batman, une scène d'une grande maîtrise encore où Proyas n'oublie pas de rajouter quelques plans impressionnants, puis l'instant de vérité. Alors, toujours relou de dévoiler l'issue dans ces cas-là, mais ici je trouve la finalité tellement pertinente que je peux pas passer à côté. Donc Eric se fait embrocher, on a quelques échanges bien sentis, et dans un dernier geste, il lui transmet toute la douleur accumulée depuis sa résurrection, toutes les heures de souffrance de Shelly dont il est responsable.
Puis la chute, attention la gargouille, fin. Ah oui, et dépêche-toi, il y a Sarah qui en peut plus. Bon, c'est l'heure des adieux et il est temps pour Eric de retourner d'où il vient. Sa quête passionnelle désormais achevée, il peut enfin retrouver son amour et reposer en paix. Et fin. Et qu'est-ce que c'était bien. Déjà, c'est un régal pour les yeux. Et on pourrait se demander comment un débutant a pu réussir une chose pareille, mais faut bien se rappeler que Proyas vient de la pub et des clips, les deux endroits les plus efficaces pour faire ses armes. Rien que dans les cinéastes les plus respectés, ils sont quelques-uns comme ça. Parce que oui, comment faire passer un message le plus rapidement possible avec efficacité? Réponse, l'image. Faire appel à tous nos sens et aller chercher le ressenti par le chemin le plus court. Et souvent, chez ces gars-là, ça leur donne l'avantage sur le plus satisfaisant au cinéma. Pas le temps de parler, ou alors en dernier recours, d'abord on a la mise en scène, le visuel. Et là, ça se ressent continuellement. Tout a été pensé autour d'une seule question, celle du dessinateur, hein. Comment exprimer l'amour et la vengeance? Et ce qui au passage serait peut-être les deux sentiments les plus exaltants au cinéma. Je disais quoi déjà moi? Oui, deux sentiments à traduire donc sur 1h40. Et là intervient le talent. Toute l'équipe doit définir un style donc, une imagerie, tout ce qui va permettre d'élargir la figure de The Crow au-delà de son personnage et d'en faire un décor, une peinture, une musicalité. Un film entier où tous les partis pris s'accordent pour faire du Corbeau une œuvre qui condense autant qu'elle déborde. Je sais pas exactement comment Proyas s'est retrouvé ici, enfin validé par des producteurs je veux dire, mais son premier film, que je vous recommande d'ailleurs, montrait déjà tout son talent pour construire de l'imagerie forte, décalée, stylisée, pour ensuite y intégrer des personnages hauts en couleur, en accord avec leur environnement. C'est donc là sa force première, avant de placer son héros, d'abord imaginer le théâtre dans lequel sa tragédie prendra forme. Et vu qu'il est question ici de fantastique, pas besoin de se restreindre aux frontières du réel. Et la scène d'intro est juste parfaite pour établir le contrat entre nous, spectateurs, et l'histoire qui va suivre. Ce qui s'annonce va être sombre, très sombre, le noir sera prédominant, et la seule couleur qui surgira sera celle du sang et de la passion. Et d'ailleurs, tous les décors sont fabuleux, les intérieurs poussent le gothique assez loin, vu qu'on parle ici d'un enfer terrestre, et que ce soit la ville entière avec sa belle maquette ou ses rues, tout est cohérent avec la dangerosité ou l'état d'âme du héros. Et décors d'ailleurs qui sont l'œuvre d'un gars qui vient lui aussi de la pub et des clips, Alex McDowell, et qui lui aussi découvre quasiment ce milieu. Après une première expérience sur le cobaye, il montre ici toute l'étendue de son talent, et qui sera remarqué d'ailleurs vu la suite de sa carrière. Et pour vous donner une idée, sachez que le gars va servir Fincher, Spielberg, Burton ou encore Snyder. Je fais des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et globalement, ils sont nombreux dans l'équipe à débuter alors qu'ils ont une certaine renommée maintenant. Tenez, autre exemple, mais la costumière, qui a bien géré elle aussi, a maintenant ça sur son CV. Bon, et quitte à rester dans l'équipe technique, je pensais vraiment pas vous embêter avec la musique, mais quand j'ai vu le palmarès de ce mec, c'était trop tentant. Bon, déjà ça fait un autre lien avec Strange Days, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et juste de voir sa tronche, ça me fait un bien fou. Bon voilà, en gros je lui trouve beaucoup de qualité à ce film, mais il y a un truc que je peux pas m'enlever de la tête, c'est à quel point je retrouve des similitudes avec les Batman de Nolan. Dans des cadres, des effets, dans la DA parfois. Alors coïncidence ou pas, j'en sais rien, mais je me demande jusqu'où ça l'a influencé, surtout dans la manière qu'a Proyas d'iconiser son personnage. Et pour l'anecdote, sachez que le scénariste de la trilogie, David Goyer, bossera avec lui sur Dark City. Et c'est aussi lui qui écrira la suite de The Crow, un truc infâme que même la présence d'Iggy Pop ne peut pas sauver. Et Dark City, tenez, encore un film incroyable qui transpire toutes les idées qui ont été mises en place avec The Crow. Et dommage qu'il ait laissé tomber cette approche radicale, sa filmo deviendra très étrange après. Alors, même si j'aime bien ces films, honnêtement, genre ça là, je peux pas m'en passer, et même ça me fait marrer, bah on se demande où est passé l'artiste aux univers marqués, au mélange des genres, comme s'il avait succombé au tout numérique, abandonnant ce qu'il réussissait le plus. Alors il est pas le seul dans ce cas-là, hein, mais c'est dommage. Hi, Tim. Après, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plus calme comme début de carrière. Proyas a connu un tournage très difficile, et ce film a même failli ne jamais voir le jour. Déjà, premier jour de tournage, un électricien se prend dans des câbles électriques et prend feu. Alors il s'en sortira, mais restera défiguré suite à ses brûlures. Puis un ouragan ravagera le plateau un peu plus tard, et ces deux incidents suffiront à la presse pour alimenter leur une en titrant ce tournage comme maudit. Bon, soit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Brandon Lee vit depuis toujours dans l'ombre d'une superstition que lui a transmise son père, Bruce Lee, qui lui-même l'avait reçue de son paternel. Donc une croyance qui débute 2 générations avant lui, quand les parents de Bruce Lee perdent leur premier enfant, et qu'ils pensent que dorénavant, une malédiction s'abattra sur tous les garçons de la famille. Et c'est pour ça que dans son enfance, Bruce Lee recevra de temps en temps un nom de fille. Alors pas Bruce, hein, mais son père l'appelle Xiaolong, qui veut dire petit dragon. Et qui est mixte en réalité, mais ça ne l'empêche pas d'habiller son fils comme une fille de temps en temps, et de le mettre en garde en permanence. Donc, pas étonnant que quand Bruce deviendra père à son tour, il soit pas super rassuré d'avoir un fils en premier.
Par contre, la sœur de Brandon, elle, tout va bien. Tenez, c'est elle qui se tape là dans le flic de Shanghai. Voilà. Donc, quand Bruce Lee trouve la mort prématurément, chacun y va de sa petite théorie, entre rattrapé par le démon ou assassiné par la mafia chinoise à laquelle il tiendra tête toute sa vie. Et même s'il est prouvé que la raison est simplement médicale, beaucoup préfèrent s'accrocher à une version plus mystérieuse, et encore maintenant. Bon, à part ça, le tournage se déroule bien, puis vous le savez, le drame se produit le 31 mars 93, 5 jours avant le bouclage. C'est lors des prises de vue pour la scène du début, quand le couple se fait agresser, que le comédien Michael Macy, qui joue Funboy, doit tirer avec une arme sur Eric. Ce dernier s'écroule mais ne se relève pas. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et meurt d'une balle reçue dans l'abdomen. Et cet événement tragique n'est rien d'autre qu'un accident, un projectile s'est retrouvé coincé dans le canon lors d'une scène tournée quelques semaines plus tôt, projectile qui sera expulsé par la détonation d'une balle à blanc le jour J, et à bout portant, lui sera fatal. Donc vous imaginez bien les gros titres à ce moment-là, qui en profitent pour dresser tous les parallèles possibles avec son père, surtout que ce dernier est mort lui aussi pendant le tournage de son film Le Jeu de la Mort, et qui devait lui aussi propulser la carrière de Bruce au cinéma. Et effectivement, le plus troublant reste cette scène où dans le film, Bruce Lee est tué d'une balle en plein plateau. Alors assassinat, malédiction, accident, le fait est que Brandon nous quitte à seulement 28 ans, laissant derrière lui sa petite fille et Elisa, celle qui devait devenir sa femme. Et il est vrai que l'injustice ici fait écho avec tous les éléments qui constituent The Crow, mais dans ce monde-là, pas de retour à la vie possible, juste la perte à accepter. La douleur de toute l'équipe est telle qu'ils arrêtent le tournage instantanément, et si on se met à la place de Michael Macy, le traumatisme doit être profond. Comment tu veux continuer à bosser après ça? Et tout le monde est d'accord, hein, même le producteur veut plus. Mais la famille de Brandon convaincra l'équipe de finir, en disant que s'ils s'en sentaient capables, ils honoreraient sa mémoire, lui qui était si fier de son travail. Et après réflexion, tous s'accordaient à dire que The Crow était le film de Brandon, dans son implication et dans son jeu. Et c'est vrai que quand on regarde le film, toute l'intensité émane de lui, on n'a aucun mal à s'investir dans l'histoire et à ressentir cet amour qui le pousse à se battre. Et si c'était dur pour tout le monde sur place de regarder sa doublure jouer les dernières prises avec un masque de son visage, je pense qu'ils ont eu raison de s'accrocher, car ce film, qui retranscrit la difficulté du deuil, devient à son tour un mémorial important, faisant de lui une œuvre à part. Et pourtant, l'industrie a jugé bon d'aller plus loin en faisant des suites toutes plus inutiles au fur et à mesure, et alors qu'une autre tentative vient de surgir au cinéma, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a qu'un seul corbeau, et il est bel et bien immortel. Il s'appelle Brandon Lee.